Je vais poser 35 questions inédites au créateur du badmintonisme, Philippe Duchesne, pour cette 35e édition. Pourquoi as-tu toujours voulu garder le badmintonisme au terme et entre guillemets interdit sa propagation et la venue d'inconnus? Mais je crois que c'est le secret de la réussite en fait. C'est qu'on soit resté en famille. L'adage que je préfère, c'est qui se ressemble s'assemble. Moi, je suis persuadé de cela. Et donc, si tu ouvres le badmintonisme à des inconnus, ça comporte beaucoup de risques. Ça n'aurait plus la même saveur. Les gens, naturellement, ont déjà du mal à aller vers les personnes qui ne connaissent que de vue, qui ne connaissent pas bien. Enfin bon, ici quand on dit, ben voilà, quand je vais Philippe, je vais faire venir un ami, tu peux avoir confiance, tu vas voir, c'est un gars extra. On se trompe rarement, hein, c'est vrai, mais il y a parfois comme une petite réticence. Mais en tout cas, quand effectivement c'est l'ami de notre ami, malgré cette réticence, 9 fois sur 10, c'est une chouette personne qui va faire un bout de chemin avec nous. Ouais, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, mais ça c'est le lot de tous les clubs sportifs, de toutes les festivités au monde. Hein. Donc moi je pense que c'est nécessaire pour la réussite de notre bulle badmintoniste, de ce qu'on veut, de l'esprit badmintoniste, c'est ça. C'est qu'il faut qu'au moins on connaisse la personne de vue ou qu'elle soit très bien, c'est vrai. Hein. Donc il faut que tu seras d'accord avec moi. Et puis de toute façon, il ne faut pas que ce soit glorieux, connu du monde entier ou de la Belgique entière ou de la province de Namur entière pour que ce soit bien. Moi, à la limite, ça ne change rien. C'est pas ce qui est glorieux. Ce qui est glorieux n'est pas forcément grand. Il y a des tas de gens qui font des petits gestes au quotidien que personne ne connaît. Personne n'est au courant de ça. Et c'est ça l'essentiel. C'est pas d'être connu, c'est pas. Je crois que c'est de faire du bien au moment même. C'est de faire du bien au moment même, autour de soi, dans la proximité. Voilà, c'est vrai que voilà, on est en train peut-être encore d'imaginer des choses. Alors comme Manon est un peu fatigué, donc par le Golden Tish. Avec le Golden Tish, je vais lire les 2 questions suivantes qu'elle m'a soumises. Quand tu penses au badminton et que tu souris, à quoi penses-tu? Mais là, je suis obligé de mettre un carré blanc, de mettre mon joker. Voilà. Non, mais plus sérieusement, je pense, quand je souris au badminton, je pense à mes années d'enfance et d'adolescence. Voilà. C'est surtout ça. Ces années d'insouciance, d'innocence, on ne savait pas où on allait. Voilà. Ça c'est. Alors la deuxième question, puisque tu es toujours en train de savourer ton tiche, quelle est la meilleure année que le badmintoniste ait connue? Une question qui m'a été posée d'ailleurs récemment sur le badmintoniste sans tabou par Véronique Kessa. Alors à Véronique j'avais répondu 83 puisque c'est l'année du premier tournoi. Et j'ai expliqué pourquoi, alors je vais être un peu plus original, je ne vais pas répéter. Et donc j'ai choisi une autre année, c'est 92. Voilà, 92. Parce que c'est l'année où j'ai compris qu'on allait durer. On allait durer et que j'ai compris aussi l'importance que le badmintoniste avait dans la vie des gens. Enfin, la vie, peut-être un peu trop prétentieux ce que je dis là, mais enfin dans le bien-être des gens, en tout cas en été, c'était devenu presque
un rendez-vous incontournable. Voilà. Et donc cette année-là, en 92, donc c'était le 10e tournoi. J'ai eu droit à une petite surprise. Hein, on m'a offert un cadeau. Et puis là, je dois quand même beaucoup à Alain et Perrault, qui c'était leur troisième année. C'était leur troisième année. Et ils m'ont incité à développer un peu le sport. Pas à niveau national, bien sûr, mais ils m'ont dit que là, je devais poursuivre l'initiative, que je ne devais pas lâcher. Et alors, 92 était un super tournoi en plus. Ça doit être un des rares tournois où il a plu 1 heure avant le début du tournoi. Et puis il y a eu 4 soleils durant les 4 jours, non-stop, pas trop chaud, 25 degrés je crois pendant... 92, ça reste très présent dans ma mémoire avec le premier tournoi des filles. Une ambiance de fou quand Stéphanie Henry et Claude Gillard se sont affrontés en finale. Voilà, il y a peut-être à l'époque 60 personnes pour ces finales. Mais voilà, pour plein de raisons, je ne vais pas développer, mais je dis 1992, 92. Des délires, il y en a eu beaucoup. Mais quel est ton plus grand délire? Mon plus grand délire, je ne peux jamais répondre par une seule réponse. Des délires, il y en a eu tout le temps, il y en a eu chaque année. Le plus grand délire, c'est le badminton tennis, tout simplement. C'est un délire, le badminton tennis. Ça n'existe pas, ce n'est pratiquement inscrit nulle part, en tout cas dans aucun document officiel. Heureusement que ton frère a eu cette idée de faire le site internet. Donc déjà ça, c'est une histoire de fou. Sans autorisation pratiquement. On est hors norme, on est en dehors des radars. Moi je trouve ça c'est complètement délirant. Voilà, maintenant c'est vrai que des délires personnels, parce que ça c'est pas vraiment un délire personnel, c'est grâce à tout le monde. Des délires personnels, il y en a eu trop, mais allez, je en cite 2, 3. Je peux citer les concours de nuit blanche, parce qu'il y a eu des années, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, c'est quand j'ai arrêté chez mes parents, les années qui ont suivi, fin des années 2000, début des années 2010, moi je passais une nuit blanche, parce que j'avais beaucoup moins de travail à faire évidemment, et puis on était parti pour une deuxième. On va mettre des points pour les afters, des points de bonus au classement général pour ceux qui restent éveillés plus longtemps. Je passais une deuxième nuit blanche. Et puis parfois on se disait, quand je vais quand même la troisième nuit, je vais quand même rentrer parce que voilà, j'en peux plus, demain c'est dimanche et les finales. Et puis on se dit, jamais 203 quoi. Et boum, ça m'est arrivé au moins, je ne sais plus, 2 ou 3 fois. On passait 3 nuits blanches à un tournoi. Et il y a un délire aussi, là c'est vrai, oui, beaucoup plus personnel, c'est les spectacles. Les spectacles qui pouvaient prendre des mois de répétition de travail et que je venais insérer dans le programme de tournoi. Il faut quand même être barge. Et pour faire venir aussi, pour avoir des gens pour nous écouter dans nos conneries. Mes chansons, voilà, c'était des spectacles de dingue. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde dans ces spectacles, mais quand j'y repense, je ne suis pas sûr que je pourrais. Enfin, si, avec mon caractère, peut-être que le gamin, je pourrais peut-être le refaire, mais quand j'y pense, c'était quand même. Ouais. Si en 1983, on t'avait dit que 35 ans plus tard, le badminton tennis en serait là, qu'aurais-tu répondu? J'aurais répondu, je signe à 2 mains. Là c'est fini, pour une fois je peux arrêter. Quel est ton plus beau souvenir personnel? Tu m'as demandé de réfléchir à ça. C'est une question super difficile, le plus beau souvenir personnel. Et je n'ai pas... J'ai eu beaucoup de mal
à faire le tri, à faire un choix. Et je vais quand même répondre, mais je ne suis pas sûr que mes réponses sont suffisantes. Je dirais en premier lieu, c'est la continuation du badmintonisme quand on a décidé d'arrêter chez mes parents. Ouais. Et que j'ai décidé de faire une pause en tant qu'organisateur principal. Et donc, que le badmintonisme ait perduré, donc est connu une suite, grâce à, qui vous savez, des personnes formidables. Ça m'a, je crois que c'est quand même mon plus beau souvenir. Ouais. Parce que je vois qu'on n'a pas fait ça finalement pour rien, même sur le rappel. C'est même pas ça. C'est vraiment une question difficile. Hein, c'est une question vraiment difficile. Enfin, on est toujours là aujourd'hui, malgré que il y a une coupure de ma part. Ça m'a beaucoup touché. Alors je vais dire quand même deux souvenirs qui reviennent chaque fois, hein, parce que c'était dans mon bouquin, on m'avait déjà posé cette question. Il y a deux souvenirs ponctuels vraiment précis qui m'ont rendu convaincu à jamais des valeurs du badmintonisme. C'est, tout le monde s'en souvient, enfin pour ceux qui étaient là, pas toi je pense, en 95, c'est lorsqu'Alexandre Jean-Marc reçoit son prix. Je crois que c'était la première fois qu'il recevait un prix et qu'il tombe dans les bras et il pleure de joie, et tout le monde aussi en fait. Mon papa a balayé avec sa caméra le public et on a vu les larmes aux yeux chez tout le monde. C'était un moment très très fort, il m'a serré de toutes ses forces et je dis rien que pour ça valait la peine de faire un tournoi de badmintonisme. Et puis je veux quand même citer, même si ça vient peut-être en troisième lieu, je vais citer ce moment exceptionnel, la solidarité des enfants qui ont organisé une cagnotte afin d'offrir un cadeau au petit Maxime Kornouoff qui avait été de la famille, et la région avait été touchée par l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Voilà, Maxime qui parlait pas un mot français, qui passait ses vacances chez Jordan. Et voilà, il faisait partie de notre famille. Il adorait regarder les matchs de badminton. Et il avait un sourire merveilleux quand il était parmi nous. Et donc cette initiative des jeunes pour lui offrir un cadeau, et le moment où il reçoit le cadeau à la remise des prix, c'était un des moments sans doute les plus forts que j'ai vécu dans le badminton, peut-être dans ma vie finalement. Voilà, oui, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il reste après ta mort? Après ma mort? Attends, il faut que je fasse une mort. Qu'est-ce que tu veux? Rester après? J'ai trouvé. Ce que je veux qu'il reste après ma mort, le badmintonisme.